Allez, on termine ce tour d'horizon des candidats pour le premier tour de ces législatives sur la circonscription de Montluçon dimanche avec Sylvain Bourdier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Sylvain Bourdier, candidat de la France Insoumise. Tout d'abord, une petite présentation, c'est assez classique. Eh bien, Sylvain Bourdier, 48 ans, j'habite Commentry, où je travaille dans une association d'aide à l'insertion des chômeurs, indépendante d'économie sociale et solidaire, c'est important de le préciser. J'ai 3 garçons qui sont scolarisés sur Commentry et Yzeure, et ma femme travaille dans un établissement scolaire de Montluçon, donc voilà, bien implanté sur le bassin, et je suis originaire de Domérat, donc dans le coin. Élu municipal d'opposition, on le rappelle, à Commentry. Voilà, président du groupe d'opposition et de fait conseiller communautaire, puisque... Alors, donc candidat, je le disais, de la France Insoumise, il y a eu un peu de cafouillage au début avec un autre candidat qui se revendiquait aussi de la France Insoumise. C'est rentré dans l'ordre, tout ça? Oui, puisqu'il y avait, en fait, c'est la procédure qui veut ça. Les groupes d'appui étaient censés faire remonter des candidatures. Ensuite, il y avait un arbitrage. L'arbitrage s'est fait en notre faveur. Pour autant, ça n'enlève rien aux autres candidats. Quand je dis à notre faveur, d'ailleurs, c'est avec Emmanuel Michon, qui est syndicaliste et qui, pour nous, c'est une candidature importante, dans l'idée qu'on veut donner de ces candidatures, c'est-à-dire des gens qui travaillent, proches des gens, et c'est ça qui contribuera à changer la sociologie de l'Assemblée nationale. Donc, aller hôtesse de caisse à Carrefour. Qu'en est-il du soutien du PCF? Vous l'avez officiellement, ce soutien? Oui, je l'ai eu. Mais c'est le premier que j'ai eu. Je l'ai eu le 29 janvier, je crois, à la Rotonde par Pierre Laurent. Donc, et ensuite, j'avais dit aux camarades du PCF, moi, je veux bien être votre candidat, parce que moi, je rappelle que je suis encarté nulle part. Et j'avais dit, je veux bien être votre candidat, à condition que ça soit une candidature unitaire avec la France Insoumise, parce que moi, j'aime pas qu'on multiplie les candidatures de même nature. Je suis comme la plupart des gens. Je pense qu'il y a une urgence sociale et qu'il faut en tenir compte et qu'on leur doit ça. Bon. Votre credo de campagne, c'est le goût du bonheur. Pourquoi avoir choisi ce hashtag? Hashtag goût du bonheur. Et oui, parce que, alors, en fait, on a choisi ce slogan parce que ça nous paraît bien illustrer ce qu'on veut et ce qu'on propose. Quand on a des mesures qui sont, alors, vous vous rappelez, c'est pas très éloigné finalement du slogan l'humain d'abord. C'est ça, c'est l'humain, c'est le goût du bonheur. Nous, on n'est pas là pour la finance, on est là pour les gens. Alors, donc on a choisi le goût du bonheur et on avait fait un petit jeu de mots avec notre véhicule de campagne qu'on appelait un kangou. Ça faisait le kangou du bonheur et on a sillonné toute la circonscription, puisque ce qui fait la richesse de cette circonscription, c'est l'ensemble de ses habitants. Donc on va au contact de tous. Alors vous inscrivez dans le projet qui avait été présenté finalement par Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle, c'est la suite logique finalement? Oui, mais ce projet il est dur à détailler parce que en fait c'est comme les éléments d'un puzzle, tous s'embriquent les uns dans les autres et c'est qu'à la fin qu'il y a une cohérence. Donc c'est difficile d'en détailler certaines mesures, même si on sait que par exemple la santé, l'emploi, c'est les premières préoccupations des habitants de cette circonscription. Alors justement, on va venir justement au détail de ce programme, de ce que vous souhaitez faire passer comme message. Finalement, la santé, justement, vous en parliez. Votre proposition, notamment, c'est la mise en place de centres de santé pluridisciplinaires avec des médecins salariés. Et les médecins salariés, oui, parce que on sait que les médecins, on les fera pas venir forcément avec une rémunération. Quand ils viennent, ils ont leur patientèle, donc ils n'ont pas de souci de ce côté-là. Par contre, on va les faire venir sur des qualités de travail, une qualité de vie, une qualité de travail. Ils nous disent, les jeunes médecins, qu'ils préféreraient travailler en médecine salariale, 35 heures. Donc on peut le faire dans des centres de santé, c'est pas tout à fait pareil que les maisons de santé. Les maisons de santé, c'est médecine libérale. Les centres de santé, c'est ce qu'on appelait dans le temps des dispensaires, médecine salariée de la collectivité, avec une convention avec la caisse d'assurance maladie pour que ça équilibre les comptes de la collectivité. Et ces médecins font 35 heures, on peut en prendre 2 pour opérer un tuilage. Et ils ont des qualités de travail bien plus intéressantes. Et en plus, ils peuvent confronter les diagnostics. Pour un jeune médecin, c'est intéressant. Ce sont les communes, du coup, qui payent? Oui, alors ça peut être la commune, ça peut être... Moi, je propose que ce soit les collectivités ou les coms d'agglo à qui on dégagerait des fonds publics pour créer ces centres. Et puis, il y aurait cette convention avec la caisse d'assurance maladie pour équilibrer les comptes de la collectivité. Même s'il reste un reliquat, de toute façon, c'est du bon investissement. On peut pas faire autrement que de soigner ses concitoyens. Et d'autant que si nos territoires n'ont pas de médecins, je vois pas comment ils peuvent être attractifs. La première statistique pour le secteur rural, c'est une école, un médecin. Les maires vont vous dire, moi je veux bien, mais effectivement il faut le financement en face. On est déjà un petit peu étranglé. On a le financement, puisque si vous voulez, quand vous allez dans ces centres de santé, vous ne payez pas votre consultation, mais pour autant elle est actée et la caisse d'assurance maladie rembourse la collectivité. Donc c'est pas d'un mauvais rapport. Hein. Bon, le lien avec l'hôpital public, évidemment, la question de l'hôpital de Montluçon est centrale lors de cette campagne. Bien sûr, mais encore une fois, le problème de l'hôpital, c'est avant tout, c'est la finance qui gère ça. Et le problème aussi de la relation avec l'ARS, il y a presque des relations qui s'opposent, puisqu'on est dans des processus de rentabilité et purement économique, et on est loin de l'humain d'abord et du goût du bonheur, là, pour le coup. Hein. C'est simplement une gestion comptable. Donc il faut sortir de cette gestion comptable, de cette gestion à l'acte, à l'activité, ça c'est plus possible. Et il faudra aussi passer par l'embauche de soignants, parce que là on voit bien que c'est plus tenable. Il faut encore pouvoir les attirer, ces soignants, justement. Oui, mais si aujourd'hui l'hôpital public n'attire pas, c'est aussi par ses conditions de travail.
Hein, c'est intenable. Et le personnel nous dit c'est intenable, quoi. Alors le patient, lui, est bien traité parce que le personnel est aux petits soins pour lui, mais il voit bien que c'est intenable quand même. L'emploi, évidemment, quelque chose d'important dans ce bassin. Vous pensez que ça passe, comme l'avait défendu Jean-Luc Mélenchon, par la relance de la consommation ? Oui, inévitablement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui manquent cruellement de tout. Relever les minima sociaux, augmenter le SMIC, et vous verrez que ces gens-là vont consommer. Ils procéderont à des commandes. Les commandes, c'est remplir le carnet de commandes des entreprises. Donc voilà comment on peut relancer la commande. Moi, je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui, on a Monsieur Macron qui nous annonce la casse du code du travail. Or, il y a des rapports de l'OCDE, ils sont formels. Il n'y a aucune corrélation entre la casse de la protection des uns et le chômage des autres. Bien au contraire. Donc ça veut dire que ça va pas dans le bon sens. Et le monde du travail aujourd'hui a beaucoup donné. Moi que j'en appelle à la mobilisation des travailleurs de ce bassin et des gens qui leur sont solidaires. Non, on ne peut pas opérer la casse du code du travail, la dérégulation, à la fois de la durée du temps de travail, des astreintes, de la hiérarchie des normes. Enfin, je veux dire, c'est la casse assurée de manière autoritaire puisque ça se fera par ordonnance, c'est-à-dire qu'il y aura même pas besoin de débat. Est-ce qu'on veut ça sur ce bassin ? Non. Et notre premier enjeu sur cette circonscription, pour nous, la France Insoumise, on a le potentiel pour gagner les élections. 14 000 voix sur Jean-Luc Mélenchon, si on les retrouve, c'est une affaire entendue, sauf que il faut pas que les gens baissent les bras, il faut pas se résigner, et là il faut que chacun se mobilise dans les jours qui viennent pour dire dimanche on va voter, on dit non à la casse du travail, on a notre fierté, on ne se laisse pas faire. Ouais, si vous êtes élu député, vous mènerez bataille évidemment contre ce projet de réforme du code du travail. De toute façon, je ne permettrai pas à Monsieur Macron de gouverner par ordonnance si je suis élu député, oui. Parce qu'on doit bien ça aux habitants de sa circonscription. Un petit mot sur la ruralité. Vous prenez la défense du service public de proximité avec un plan de relance. Comment, concrètement ? Alors, d'abord, la première chose à faire, c'est ne pas fermer les écoles en secteur rural, puisque la première demande des gens qui souhaitent habiter en milieu rural, c'est les écoles. Donc, moi, je m'appuie sur l'expertise de Jean-Paul Dufresne, qui propose une loi... L'ancien président du conseil départemental. Voilà, qui est quand même reconnu expert en la matière, qui propose une loi sur la ruralité. Première mesure, on retape le logement, puisque c'est des logements vétustes. Pour attirer les gens, il faut retaper les logements. J'ai pas le temps de parler de la règle verte et des économies d'énergie qu'on peut opérer avec ça, mais c'est très lié au logement. Deuxièmement, on amène le numérique, parce qu'on veut créer des emplois, et des emplois notamment dans les énergies renouvelables en milieu rural. Les centres de santé, également, il nous faut le numérique, puisqu'on peut consulter aussi par voie numérique. Et l'autre point, mais bien sûr, c'est les emplois Alors, les services publics, oui, c'était les services publics dont on voulait parler. Services publics de proximité. Donc là, la question, c'est Monsieur Macron nous dit, on va mettre 12 enfants par classe en difficulté, et dans le même temps, on supprime des fonctionnaires. Donc on le voit venir avec ses gros sabots. Il veut nous supprimer toutes les écoles en milieu rural. Et nous, on veut pas de cette casse-là, parce que si on casse les écoles en milieu rural, après, vous vous rendez compte, le chemin inverse pour retravailler le milieu rural, ça sera très difficile. Donc là, il faut se mobiliser, on garde nos écoles en milieu rural, on rétablit on retape les logements avec la règle verte, on amène le numérique, on crée des centres de santé, on a les services publics, on crée de l'emploi avec les énergies renouvelables, et on répond à la demande de nos concitoyens qui disent qu'il ferait bon vivre en milieu rural. C'est une demande de la population. Il faut l'entendre. Et pas celle de Monsieur Macron, qui est le président de la France qui va bien et qui nous dit qu'il faut vivre dans les grandes métropoles ou dans les grandes villes. Alors, vivre à Montluçon, c'est aussi parfois savoir se passer de train. Ça, c'est une thématique qui revient. Tout le monde est d'accord sur le constat. Comment on fait pour vraiment faire bouger les lignes aujourd'hui ? D'abord, je dis, un député ne doit pas travailler tout seul. Donc sur le bassin montluçonnais, moi il me semble qu'il y a une association qui s'appelle le Coderail qui est experte en la matière, des cheminots, ils ont la bonne expertise. Bon, globalement, le TGV c'est peut-être pas une priorité, ce qui compte c'est d'électrifier les lignes et puis aussi de rétablir absolument les lignes nord-sud, est-ouest. Aujourd'hui, la région c'est Lyon, on peut pas aller en train. Paris, il faut aller à Moulins ou à Vierzon, on n'a jamais vu ça tout de même quand même. Ouais. C'est insupportable. Et ça, donc, c'est aussi une politique nationale, mais il faut un député qui, à Paris, ira au ministère pour dire, mais attendez, regardez la situation, elle est intenable, quand même. Un petit mot, il nous reste une grosse minute pour parler de la moralisation de la vie publique, évidemment, c'est d'actualité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans ce cadre-là ? Ben moi, je pense que, alors, de toute façon, je vois bien que quand un élu écrit la règle, en même temps, qui tient son crayon, il a dans la tête la manière de la contourner. On n'embauche pas les membres de sa famille, très bien. Embauchez donc ma femme, j'embaucherai votre fils. On les voit venir. Le cumul de mandats, même Monsieur Poutine ne serait pas concerné. On peut faire 2 ou 3 ans, laisser la main et revenir. Non, vous voyez bien que c'est pas convenable. Nous, on voulait l'inscrire dans les droits de la 6e République et le faire écrire par une constituante qui serait composée de gens qui ne sont pas en lien avec la politique. Il faut que ce soit celui à qui ça va s'appliquer qui écrive la loi. Sinon, voilà ce qu'il en est. Mais quand on parle de moralisation de la vie publique, on pourrait parler de moralisation tout court, parce que quand Monsieur Macron nous dit « je veux supprimer l'ISF », alors qu'il y a une urgence sociale incroyable, je me demande quelle en est la teneur morale. Très rapidement, Sylvain Bourdier, 12,5% des inscrits pour être maintenus au second tour dimanche, c'est évidemment l'objectif, et vous y croyez fort ? C'est les électeurs qui le diront, on a 14 000 voix, il nous en faut un peu plus de 10 000.
Voilà, la balle est dans leur camp. Est-ce qu'ils acceptent cette situation? Moi, je crois pas. Donc, il faut se mobiliser. Il faut que chacun prenne conscience qu'il faut mobiliser autour de lui. Ça, c'est important. Sylvain Bourdier, candidat de la France Insoumise sur cette deuxième circonscription de l'Allier. Merci d'être passé à notre micro.